Aujourd'hui, on va voir comment on met en place les formulaires en Angular et notamment avec la méthode des reactive forms. C'est une méthode qui est très prisée en entreprise parce qu'elle apporte, comme son nom l'indique, un côté réactif que l'on ne trouvait pas avant sur la forme template driven. Donc, effectivement, apprendre la reactive form pour mettre en place ces formulaires est quand même, si on doit choisir, la meilleure approche. Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de chances que vous la rencontriez sur des projets d'entreprise. Pour ça, j'ai préparé un bête formulaire qui simule un formulaire d'inscription, nom, prénom, email. Et donc, c'est parti. Alors, pour créer un formulaire réactif, dans notre cas, on a un formulaire qui contient plusieurs champs. L'objet qui permet de représenter en fait un formulaire en Angular, c'est le form group. Ok. Et pour créer un form group, il existe au moins deux manières de faire, qui sont soit je crée comme ça. Les clés en fait du form group sont donc les noms des différents éléments que vous voulez avoir dans votre formulaire. Donc dans notre cas, on a un nouveau form control qu'on va initialiser à chaîne vide, un prénom qui également et un email. Ah, pareil. Là, on vient de créer le form group qui représente notre formulaire. On a un nom, un prénom, un email. Pour l'attacher au formulaire, il suffit de rajouter l'attribut form group, de lui mettre la valeur formulaire. Et là, effectivement, on nous indique qu'il faut importer ce module. Voilà. Donc on peut constater qu'il est bien importé ici, le rectifier form module. Mais ça suffit pas. Là, on a bien rattaché le form group à notre objet form. Il faut maintenant faire la même chose ici, sur les différents champs. Donc pour ça, en fait, on va passer sur chaque élément le form control name. Donc ici, c'est la clé nom que l'on souhaite avoir. Ici, c'est la clé prénom. Et enfin, ici, c'est la clé email. Alors d'ailleurs, c'est pas terrible ça. On peut mettre un type. Il n'y a pas un type email? Voilà. Ce sera plus simple. Donc voilà, on a notre formulaire qui est bien rattaché. Alors si on affiche la console de dev ici, on va constater, si on sélectionne notre formulaire, qu'il y a des classes qui se sont mises dessus. NGUntouch, NGPristine, NGValid. Ce sont des classes propres au form group. Le NGUntouch permet de savoir si le formulaire a été touché ou non par l'utilisateur. NGPristine permet de savoir si le formulaire a été touché ou non de façon via le code. Et NGValid permet de savoir si le formulaire courant est valide. Si on zoome après sur nos inputs, on constate la même chose, on a les mêmes classes. Parce que finalement, chaque champ, indépendamment des uns des autres, peuvent être valides ou invalides, peuvent être touchés, pas touchés, etc. Et le résultat du form group, c'est du coup le résultat de tout ça. Donc, ce qu'on peut faire, on va, hop, on init, on va faire un peu d'exercice. NG. On va afficher dans la console. On peut même le faire autrement en fait. On va pas le faire dans. On va le faire dans la console pour montrer comment on fait. Value change. Donc ça, c'est sur le form group la propriété qui permet de s'abonner au changement de valeur de tout le formulaire. Donc dès lors qu'une valeur dans le formulaire va changer, on pourra alors subscribe dessus et faire les opérations que l'on souhaite avoir. Donc si ici je fais un console.log, dans la console, on voit qu'il ne s'est rien passé. En revanche, voilà, à chaque fois que je vais taper une valeur, R, RE, RED, voilà. Pareil ici. Et pareil ici. Donc on peut voir que effectivement à chaque fois qu'on saisit
un changement de valeur, qu'on rajoute une lettre dans un champ, qu'on supprime, ça affiche quelque chose en console. Donc, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute un pipe, on rajoute un debounce time dessus, qui est souvent d'ailleurs de 300 millisecondes, pour éviter en fait que le changement de valeur soit direct opéré. Voilà. Et on attend plutôt un petit laps de temps, histoire d'être sûr que la personne ait bien saisi qu'elle ait terminé de saisir son champ pour effectuer l'émission de la valeur. Voilà. Donc déjà ça permet d'être un petit peu meilleur niveau perf. Je ne unsubscribe pas ici, j'utilise pas le destroy, etc. Pensez à le faire. On en reparlera quand on parlera un peu plus de RxJS. Mais sachez que ici, il faudrait aussi faire un truc comme ça. Tac, on va le faire comme ça. On n'oublie pas. Alors là, il va pas être content parce que ici, il manque une virgule. Il va pas être content parce que je suis dans un contexte pas d'injection. Pour rappel, les contextes d'injection sont soit les propriétés, soit le constructeur ou les factories. Destroy-ref, voilà, destroy-ref. Hop, finalement, on peut pas s'empêcher de faire les choses bien. C'est comme ça. Hop là. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Donc, pensez toujours à vous désabonner de vos observables. Ceci est une manière de faire. Donc, on a effectivement notre formulaire qui se met correctement à jour. On l'a prouvé ici en s'abonnant sur Value Change. Un truc qui peut être intéressant aussi de savoir, en tout cas maintenant, c'est le status change. Donc là, pareil, on va faire un console.log pour afficher le statut. Et puis on va pas prendre le debounce time. On va plutôt prendre au moins le take until. Voilà, pour montrer qu'on fait les choses propres. Donc là, il se passe rien parce qu'on n'a rien eu. Si je fais ça, voilà, j'ai bien un valide qui est apparu. Un truc pour filtrer en fait ce genre de valeur, pareil, pour que ce soit pas émis 50 fois si vous le voulez, vous pouvez faire un distinct until change qui va du coup n'opérer le changement, l'émission, que une fois si la valeur change. Et pas comme avant, il y a écrit 5. Ok, donc là, on est capable d'écouter le statut de notre formulaire, d'écouter des changements de valeur. Maintenant, ce qui pourrait être bien, c'est de soumettre ce formulaire. Donc là, j'ai un bouton de type submit. Ici, ce qu'on va faire, c'est ça. On va utiliser le ng submit Angular et on va appeler une méthode submit qu'on n'a pas encore créée. Hop. Voilà. Donc, on va console log submit pour montrer qu'on passe bien ici. On va loguer. Alors, il y a une petite subtilité sur les formulaires, sur la façon de récupérer la value. À un instant T, je veux dire. Soit il y a la propriété value, soit il y a la propriété getRowValue. Moi, je suis plutôt partisan d'utiliser celle-ci, qui est un peu moins mystique, qui va permettre de récupérer l'intégralité des propriétés de votre formulaire, que les formes contrôle soient désactivées ou non. Vous récupérez toute la grappe d'objets. On va faire un test getValue. Alors, c'est la propriété. Donc là, il se passe rien. Si je submit ici, alors 10.formValue is not a function. Ah oui, pardon. Hop. Donc dans ce cas précis, on va faire ça. Hop. Si j'efface ma console, hop. Donc le premier c'est le getRowValue, le deuxième c'est le value. Si je désactive un champ, comme ça, donc là, on voit qu'il est grisé, qu'il est bien désactivé, hein, c'est un peu aussi l'avantage du Rectiform, c'est que ça impacte les éléments de formulaire tout de suite. Si je fais ça, voilà, donc j'ai bien, là sur le value change, on voit déjà qu'il n'y a pas tout.
Il n'y a que le nom et le prénom. L'email étant désactivé, il ne fait pas partie des valeurs émises sur le value change. Mais quand on fait la soumission, on voit que le getRowValue renvoie bien l'email vide, mais pas le value. Voilà. Donc c'est une subtilité à connaître. Faites attention avec les rectifies formes. Le fait de désactiver ou non certains formes contrôle, certains formes groupe, peut jouer sur la façon dont vous voulez récupérer la valeur. GetRowValue permet de tout récupérer. Value permet de récupérer uniquement ce qui est enabled. Voilà, je pense qu'avec ça, on est déjà capable de mettre en place un formulaire réactif, de jouer avec les statuts, les valeurs, d'effectuer des opérations derrière. On est capable de récupérer l'intégralité du getRowValue, l'intégralité de l'objet valeur ou uniquement les valeurs enabled.